Je vais demander à chacun d'entre vous, pour démarrer ce débat, de bien vouloir nous éclairer sur votre place institutionnelle et sur votre vision des limites managériales aux exigences financières, ou alors à la limite de ces mêmes exigences financières. Merci vraiment de votre invitation. Je ne peux pas commencer sans un petit mot amical pour Michel Rosenblatt, pour te dire que je pense que l'interview que tu as donnée à Hospimedia, que je lisais ce matin en descendant de l'avion, je pense est un bon bréviaire pour des jeunes directeurs qui commenceraient dans le métier, où tu nous envoies un message auquel je souscris complètement, d'étouffement du système sous de la bureaucratie, sous un empilement de textes, et puis aussi une érosion de la rectitude de la décision publique dans les échanges qu'on a et qui peut y avoir entre les représentants syndicaux et les pouvoirs publics. Moi, j'ai le souvenir dans des fonctions antérieures, des échanges que j'avais avec toi, avec Anne, et qui étaient toujours empreintes d'exigence, parce qu'on n'était pas toujours d'accord, mais de respect, et puis les choses qui se disaient étaient topées, et c'est comme ça qu'on pouvait avancer. Donc je pense que ce besoin-là, il est de rectitude, de cohérence du discours, il est impératif, parce que sinon on perd le cap de l'action publique et ça suscite du découragement. Et ça, tu l'as bien exprimé. Donc moi, je voulais te dire à nouveau, Michel, merci pour la vie professionnelle commune qu'on a eue dans ces fonctions d'avant, mais aussi dans les contacts qu'on avait eus quand j'étais à La Réunion, et puis là depuis 6 mois à la FHF. Merci pour tout, Michel. Et puis en fait, cette petite intro était, je pense, c'est en prise directe avec le fond de la question. On est là dans la phase de préparation ou de bouclage de la plateforme de la Fédération hospitalière de France pour 2017. Merci à tous et toutes qui nous accueillaient dans les différentes régions, dans le cadre du Tour de France qu'on a fait et qui est pour nous d'une richesse absolument exceptionnelle. Je ne m'attendais pas, en commençant ce tour, à faire remonter un matériau d'un contenu aussi dense. Et on a vraiment à la fois des choses très encourageantes qui montrent la capacité d'adaptation du système. Elle est absolument exceptionnelle, avoir su se porter comme ça à l'avant du sujet des groupements hospitaliers de territoire dans un cadre national pourtant réglementaire fixé très tardivement et encore incomplet, avec un mécanisme d'accompagnement enclenché avec retard et sous notre pression, disons les choses telles qu'elles sont. Les acteurs hospitaliers se sont saisis du dispositif pour essayer de franchir déjà le premier cap de la fixation des périmètres des groupements au 1er juillet. Alors ce qui nous remonte maintenant, il faut dire que la nouvelle directrice générale de l'offre de soins a aussi su entendre le message qu'on lui a fait passer de structurer le dispositif d'accompagnement. On n'est pas encore à la maille de ça. Et ce qui nous remonte aujourd'hui, c'est que vous voyez cet effet retard dans l'accompagnement de la réforme, il est aujourd'hui très péjoratif sur le terrain, parce qu'il y a toute une série de questions pratiques qui nous remontent, vraiment du pratico-pratique du quotidien de la gestion hospitalière, auquel la FHF et les fédérations hospitalières régionales s'efforcent de répondre tant qu'elles peuvent le faire, mais on voit bien qu'il y a besoin d'éléments de cadrage, des besoins d'éléments de discours un peu clairs, ou besoin d'éléments d'accompagnement managérial, parce qu'on sait très bien que toutes les réponses ne pourront pas être apportées maintenant. Par contre, il y a sur certains points des éléments de compréhension mutuelle à partager. De la même manière qu'en échangeant avec vous dans les différentes régions, on s'aperçoit d'une certaine manière de la vacuité d'un discours qui a pu être tenu encore il y a quelques mois, qui sans doute était peut-être utile dans la phase, tactiquement dans la phase initiale des groupements, mais qui aujourd'hui sur le terrain suscite de l'incompréhension. C'est, vous voyez, ce discours qu'on entend parfois en disant d'un côté il y aurait les gentils groupements hospitaliers de territoire avec des projets médicaux partagés qui sont l'alpha et l'oméga des groupements, même s'ils en sont la colonne vertébrale. Et puis de l'autre côté, mais ça n'a rien à voir, il y a le plan Ondam avec les efforts d'économie qui sont demandés aux établissements. Je pense que les acteurs hospitaliers ne sont pas naïfs à ce point-là. On a tous compris
que les groupements étaient mis en place dans un contexte de pression économique forte, et d'ailleurs qu'on ne nie pas. On est tous conscients qu'on demande au secteur public en général, au secteur hospitalier en particulier, des efforts dans un contexte de pression sur les finances publiques de la nation. Et je pense que ce double discours-là, il est finalement assez péjoratif et assez décourageant. Portons et essayons d'assumer plutôt ensemble, je pense, un discours un peu de réconciliation des paramètres. Les groupements, ça sert aussi à mobiliser des gains d'efficience sur les achats, sur le regroupement d'un certain nombre de fonctions, même si l'objectif principal, c'est le projet médical, ça on est bien d'accord sur ça. Par contre, il faut assumer, je pense, cette réconciliation des objectifs. Sinon, ça se traduit par l'expression, c'est un mot qui revient souvent, d'injonction paradoxale, de limite, de sentiment de limite d'exercice managérial. Et il y a besoin de se sentir accompagné par les autorités régionales et nationales sur un discours de courage pour porter un certain nombre d'options. Et je pense qu'on en est à peu près rendu là. Alors ça, c'est la partie nécessité de cohérence du discours et nécessité de se sentir accompagné, que les managers hospitaliers se sentent accompagnés sur le terrain. Et puis après, plus globalement, mais là la question est plus large, on pourra évidemment y revenir dans la discussion, c'est quelle est la bonne régulation économique du secteur de la santé. Et là, on voit émerger depuis quelques jours, je pense qu'il faut sans doute s'en réjouir, même si on peut être en désaccord sur certaines des options qui sont portées dans le débat public, c'est une question de prisme idéologique. La surprise de ces derniers jours, c'est qu'on parle de santé dans le débat public. Et je pense que c'est à peu près la première fois. En tout cas la première fois depuis bien longtemps, peut-être la première fois depuis les ordonnances Debré en 1958, et avec des questions qui sont mises sur la table, là encore une fois avec des prismes idéologiques distincts, mais ça participe de la vie démocratique, sur le statut des établissements, et ce qui est nouveau, sur la couverture du risque santé par la sécurité sociale. Quel est le bon niveau d'intervention de la sécurité sociale dans la couverture du risque santé? C'est une question vraiment de première dans le débat démocratique, mais qui jusqu'à présent n'était pas portée ou pesée. Et évidemment, cette question-là, la manière dont on y répond, et le rôle de la sécurité sociale dans l'intervention de nos établissements est une question qui pour nous est majeure, parce que derrière en découlent des mécanismes de régulation économique. Quelle est notre position sur le développement qui est réel sur le terrain déjà des réseaux de soins, qui n'est pas exempt de toute ambiguïté sur la manière dont on souhaite porter un certain nombre de valeurs, notamment de services publics. Donc ces questions-là qui étaient jusqu'à présent sous le tapis, elles arrivent là sur la table. Donc à nous d'y répondre, c'était pas exactement prévu comme ça, mais tant mieux, parce qu'avec vous et avec d'autres, ça fait des années qu'on milite pour que la santé soit un enjeu de débat public, un enjeu du débat présidentiel. Donc il y a peut-être ce coup-ci une opportunité que ça le soit, donc il va falloir qu'on construise ensemble un discours cohérent. Merci David pour le champ public. Donc je laisse la parole à Madame Amoussa qui va d'abord nous présenter la future révolution du 1er janvier 2017 et puis ensuite nous donner la position du secteur associatif. Merci. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, si. Bonjour à toutes et à tous. Donc je représente la FEGAPI et Nexem demain. Alors Nexem, on l'a indiqué en quelques mots, 300 000 salariés représentés, 3 000 associations adhérentes et 10 000 établissements et services, sachant qu'on est vraiment sur le secteur social, médico-social et une toute partie sanitaire. On est vraiment sur tout ce qui est lié en fait à l'inclusion, le secteur personnes handicapées, personnes âgées, le secteur de la protection de l'enfance, en complémentarité avec le secteur sanitaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on a eu plusieurs réformes. J'en veux pour preuve les lois 2002, la loi 2005, la loi 2009, enfin bon, j'en passe encore et autres, avec une logique d'éviter les ruptures, ou en tout cas de prévenir les risques en fait, de rupture dans l'accompagnement ou dans la prise en charge en fait, des personnes en situation de handicap, en situation de vieillissement. Pour autant, on se retrouve de plus en plus confronté de l'autre côté avec des problématiques purement budgétaires. On l'a abordé tout à l'heure, la question en fait on va dire des coupes claires ou sombres au niveau en fait des budgets de la CNSA. Là où on devrait parler en fait d'un accompagnement au changement, d'un accompagnement en fait du changement des pratiques professionnelles, des logiques de fonctionnement,
On est sur des chantiers à la fois structurants très intéressants et sur lesquels on a été force de proposition au titre en fait de la FEGAPI et au titre en fait du NEXEM demain, sachant que la volonté de s'appuyer sur 4 missions qui sont des missions clés. La première qui est bien évidemment le dialogue social, la seconde c'est accompagner justement les adhérents au changement, le troisième volet c'est la participation, la co-construction des politiques publiques et enfin la valorisation de l'innovation et de la prospective. Ces éléments-là, ces 4 champs-là ne peuvent se mettre en place qu'à partir du moment où on est sur un lien d'égalité, on va dire, avec les pouvoirs publics et non pas sur une logique de tutelle. J'en veux pour preuve que le secteur en fait, médico-social et social s'est construit avant tout sur la base en fait, du secteur privé à but non lucratif et que bon an mal an, on a toujours réussi à avoir de bonnes relations, on va dire, avec les pouvoirs publics et que celle-ci se dégrade de plus en plus du fait d'injonctions paradoxales, comme tout à l'heure le disait David Courison, sur le fait que d'un côté on nous dit allez-y, il faut absolument être force de proposition, il faut absolument qu'on soit en mesure en fait, d'accompagner les publics, de parler d'investissement social, et de l'autre côté de parler de, alors on ne va pas le dire comme ça, on va parler de raréfaction des taux d'évolution, de contraction des taux d'évolution. Pour autant, ça veut dire gérer la pénurie, gérer au quotidien des problématiques avec des cadres conventionnels qui sont quelquefois assez compliqués, pour ne pas dire assez paradoxal à gérer. Et enfin, avec des publics qui font preuve ou qui nous disent aussi qu'ils ont une logique d'autodétermination, parce que c'est un nouveau terme dans le secteur handicap notamment, qui n'est ni plus ni moins que l'appropriation de son propre projet de vie, de son propre projet de santé ou de son propre projet de soins. Et ces logiques-là ne peuvent se mettre en place qu'à partir du moment où on est sur une logique d'accompagnement, de valorisation de l'accompagnement et de l'accompagnement des professionnels. Là où on en parle de qualité, de santé de vie au travail, de l'autre côté, on nous dit « mais financièrement, ça ne va pas être possible ». Au titre en fait, de la FEGAPI et de NEXEM, on a essayé de porter un certain nombre en fait, d'initiatives, de participation en fait, aux différentes relations avec les pouvoirs publics, soit au niveau local, régional ou national. Ça nous a permis aussi de pouvoir freiner quelquefois certaines envolées lyriques qu'on a pu observer de part et d'autre. Mais pour autant, on se retrouve contraint à faire face à une réalité qui est de plus en plus compliquée, avec des directeurs qui nous parlent de burn-out, de souffrance au travail, de difficultés aussi à accompagner les professionnels sur ces logiques de changement. Donc la question à savoir est-ce que les limites sont atteintes, je n'irai pas jusque-là, parce qu'on peut toujours repousser les limites. Pour autant, est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme ? Oui. Maintenant, comment mettre en place en fait, des outils qui nous permettraient en fait, là aussi d'être sur une logique de partenariat avec les pouvoirs publics, et je dirais tout nous y incite, on parle de contrat d'objectifs, enfin contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Certains nous diront que ce sont des contrats obligatoires d'objectifs et de moyens, qu'on est sur une logique pluriannuelle, mais que pour autant, on se retrouve avec une pluriannualité budgétaire d'un côté, mais avec une renégociation chaque année en fait. Donc oui, c'est le concept en fait de la pluriannualité budgétaire annualisée. C'est nouveau, ça vient de sortir, mais pour autant, ça devient une vraie réalité, sans pour autant qu'on nous laisse, je parle vraiment pour le secteur handicap, ce qu'on a appelé la libre affectation des résultats. Donc ce qui est un peu técos, mais que pour autant, c'est de laisser justement la possibilité aux gestionnaires, si on est identifié en tant que gestionnaire, de pouvoir réaffecter les excédents en fonction d'un véritable projet politique pour l'établissement ou pour l'ensemble de l'organisation gestionnaire. On a bon espoir d'être entendu, mais que cette démarche-là ne pourra se faire qu'à partir du moment où on est sur un portage commun. Ce portage commun, il est à la fois avec les organisations du secteur, les autres organisations du secteur, et il est aussi avec les partenaires sociaux. Donc c'est autant d'éléments qui doivent nous permettre de contribuer à dépasser les limites ou arriver à dépasser ces défis. Dit autrement, c'est vraiment faire en sorte qu'on ait, tout en respectant bien en fait nos champs d'intervention différents, qu'on arrive à construire en fait un discours commun, un projet commun
qui nous permettent aussi de faire comprendre aux autorités de tarification et de contrôle, et non pas de tutelle, puisque en tout cas pour le secteur médico-social, ce mot est à bannir, puisque là où on parlait de tutelle il y a encore de cela quelques années, on est bien sur une logique en fait d'autorité de tarification et de contrôle, et on souhaite maintenir cette logique-là. C'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement dans les textes, mais que ça se mette en place véritablement dans le quotidien. Ça passe aussi par des portages de projets en commun. On a pu le faire avec la FHF sur un travail sur le handicap psychique. Ça passe aussi par la valorisation d'un certain nombre en fait, d'innovations, mais les innovations coûtent un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut être très très innovant, avoir plein d'idées, mais on peut se retrouver aussi en but avec le financement de ces idées. Donc on commence à avoir un certain nombre en fait, de dispositifs financiers sur lesquels on peut s'appuyer, mais il faut qu'on arrive à le travailler ensemble. Dernier élément que je n'aborderai pas de façon très plus avant, mais qui rentre quand même dans le paysage, qui est le travail qui est en cours et qui va nous occuper, en tout cas au titre en fait, du NEXEM, puisque NEXEM arrive sur les fonds baptismaux au 1er janvier 2017, qui est un travail sur l'évolution du cadre conventionnel, puisque en fait la convention collective 66, comme qui dirait date de 66, que nous sommes en 2016, 2017 demain, et qu'il est nécessaire non pas de la dépoussiérer, mais de la revoir complètement, puisque là aussi, que ce soit les organismes gestionnaires ou que ce soit en fait les directeurs, nous disent, écoutez, elle est très sympa, votre convention collective, mais à un moment donné, on se retrouve un peu bloqué, parce qu'on n'est pas sur la base d'un outil qui nous permettrait d'avoir une véritable politique RH, d'avoir une véritable gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, puisque on nous objecte en fait l'article machin de la convention collective. Donc c'est comment faire en sorte d'avoir une convention collective qui soit véritablement au service d'une politique RH et d'une politique managériale. Donc je m'arrêterai juste là puisque les travaux sont en cours, mais pour autant ce sont autant d'outils qui nous permettront, on l'espère, justement d'accompagner en fait les managers sur leur métier, sur les évolutions en fait à prévoir pour justement tenir compte en fait de l'évolution des besoins de la population. Aux deux présentations précédentes ont utilisé un certain nombre de mots-clés et de concepts qui vont me permettre de bien articuler mon propos. David, tu as parlé de la réforme organisationnelle des groupements hospitaliers de territoire et tu as mentionné qu'effectivement derrière il y avait la recherche de gains d'efficience. Donc là aussi il faut évidemment encore trouver des marges de manœuvre, chercher encore des marges de manœuvre. Et puis, tu as conclu sur le débat qui va s'engager, et c'est heureux d'ailleurs que la santé soit au cœur et que notre système de santé et d'accompagnement, au sens large du terme, soit au cœur des débats qui vont avoir lieu dans les mois qui viennent. Tu as finalement dit, mais peut-être que tu as suggéré l'idée que pour y arriver, il va peut-être falloir qu'on change fondamentalement de modèle. On ne va pas débattre de ça aujourd'hui. Et puis vous, madame, vous avez porté vos sujets sur le dialogue social, des termes que j'ai retenus, la co-construction des politiques publiques, gérer la pénurie au quotidien, la réalité compliquée, de plus en plus compliquée pour les managers, les directeurs. Et puis vous avez défini quelques notions des limites. Alors voilà, donc la question qui était posée, c'est quelle limite à l'exigence managériale et financière ? Alors, dans la formulation de la question, on peut supposer la juxtaposition des exigences, celles financières et celles managériales ou conditionner l'une à l'autre. Si je prends la première option, nous, les directeurs, puisque les directeurs et les personnels en responsabilité, pour dire les choses de manière plus générique, nous savons agir avec exigence pour manager, diriger, gérer les établissements, les services qui nous sont confiés. On y est formé. Nous avons la connaissance de notre champ d'intervention, de ses règles, nous avons l'expérience requise et la légitimité également. Et donc, les exigences économiques et financières, elles font partie intrinsèque de nos missions. Il fait partie de nos métiers, de nos fonctions, de respecter nos budgets, de consacrer les ressources allouées à des charges justes, utiles, de dégager les moyens de renouveler les outils de travail pour répondre le mieux possible aux besoins de santé et d'accompagnement des populations au service desquelles nous œuvrons. Pour cela, nous dégageons, nous traquons les marges de manœuvre dans des temps qui sont rudes. L'exigence économique et financière est une contrainte que nous avons l'obligation de nous imposer. La composante managériale de nos fonctions, si on la distingue de la composante économique et financière.
finalement, c'est guère que la manière de faire. Quand nous élaborons, quand nous soutenons des projets, quand nous organisons, nous employons des femmes et des hommes qualifiés, quand nous améliorons la qualification de ces hommes et de ces femmes qui travaillent dans nos établissements, quand nous répartissons les responsabilités, nous distribuons les ressources, nous évaluons les activités, leur qualité, leur sécurité, nous dialoguons en interne, en externe, nous coopérons avec les partenaires extérieurs pertinents pour les prises en charge. Quand nous investissons, cet ensemble comporte l'exigence de pratiquer notre management de manière éthique et durable, et nous en sommes responsables, notamment en droit. Tant que les marges de manœuvre sont encore possibles, alors les deux peuvent se conjuguer relativement harmonieusement. Et quand il n'y a plus guère de marge de manœuvre économique, alors on doit exiger de nous-mêmes de les trouver au moins dans la manière de faire, et donc dans le management. C'est bien là que les décisions publiques, lorsqu'elles nous poussent dans les limites, notamment par des exigences imposées en matière économique et financière, on y revient, mais également en matière organisationnelle, vont conditionner nos possibilités de maintenir, de promouvoir ou de renouveler un management exigeant dans toutes ses composantes, celles que je viens d'énoncer. Alors, j'ai cherché aussi à aborder le sujet en essayant de définir le mot limite, la notion de limite. Alors évidemment, j'ai trouvé la définition classique, c'est le degré extrême de quelque chose, seuil de ce qui est acceptable. Ça m'a bien plu parce qu'il y a le terme acceptable dedans. Et puis, c'est encore la borne, le point au-delà duquel on ne peut plus aller ou étendre une action ou une influence. Il y a un adage aussi qui dit que les limites sont faites pour être dépassées. Alors finalement, ce qu'on nous demande de faire tous les jours, ce ne serait qu'une question de volonté. Alors, je vais aussi, moi aussi, illustrer quelques-unes de ces limites économiques et financières. Donc, certes, la situation économique est celle que nous connaissons et tous, et les efforts doivent être réels et partagés. Et certes, on constatera aussi que l'Ondam progresse encore, même si c'est toujours moins vite que les charges et les dépenses qui restent, les investissements à financer. Bien sûr, l'enveloppe et les sous-enveloppes qui composent l'Ondam, et ça, il faut le rappeler, sont fermées. On joue dans un jeu à somme nulle. Donc, pour équilibrer et contenir ces ensembles, alors même que les besoins de la population croissent, ils croissent en matière de santé, vieillissement de la population, chronicisation d'un certain nombre de maladies, vieillissement des personnes déjà malades. On vieillit aujourd'hui avec le cancer beaucoup plus, et c'est heureux qu'avant. Néanmoins, ça accroît les coûts de prise en charge, donc des besoins qui croissent en matière de santé, des besoins qui croissent en matière de prise en charge, d'hébergement des personnes âgées dépendantes, des besoins qui croissent en matière d'accompagnement des personnes handicapées, et évidemment, dans les temps que nous connaissons, des besoins qui croissent en matière de protection de l'enfance et en matière de lutte contre l'exclusion. Et donc, ces enveloppes, elles sont bien fermées, et donc pour équilibrer ces ensembles, alors même que ces besoins croissent, eh bien, on a recours on baisse encore et toujours les tarifs. Aujourd'hui, ils sont complètement déconnectés des coûts réels de production. Plus personne ne sait dire ce qu'il y a dans la boîte noire de l'ATIH qui définit les tarifs d'une année sur l'autre et leur évolution. Et donc, pour maintenir le niveau des ressources, parce que c'est le mécanisme, eh bien, il faut augmenter l'activité. Et donc, ça a les conséquences qu'on peut imaginer. On multiplie les injonctions d'économie sur les achats, sans réellement en évaluer la portée. On raffine à l'envi les modèles budgétaires et tarifaires, gel, puis dégel, total ou partiel, mais évidemment, sans oublier, à la fin de l'année, quand on les réintègre, de ne pas les réintégrer dans les bases l'année suivante. On oublie les engagements antérieurement pris dans les constructions budgétaires des établissements. On ponctionne les réserves, ça a été dit. La NFH en est un exemple très particulier, puisque c'est sans doute grâce à la ponction des réserves de la NFH qu'on peut afficher un équilibre de présentation de l'Ondam. On engage un plan triennal dont l'épicentre est, il faut le dire, la maîtrise de la masse salariale, par un reporting qui est quasiment constant, l'œil rivé sur le taux de marge brute. Je ne vous ferai pas
une leçon sur ce que revêt le taux de marge brute. C'est toujours présenté comme la capacité à investir. Mais la capacité à investir, elle résulte bien de quelque chose. Il faut bien agir pour dépenser moins, pour avoir plus de capacité pour investir. Or, c'est bien en faisant l'économie sur la masse salariale qu'on peut dégager un taux de marge brute et réussir à aboutir au taux de marge brute qu'il convient d'avoir aujourd'hui, puisque c'est le reporting principal de nos autorités de tutelle, de tarification et de contrôle. Dans le secteur médico-social, vous en avez parlé, madame, hein, la tarification des établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes a connu aussi ses avatars, application de gel prudentiel aussi, une tarification au GMPS qui n'ouvre pas droit à un niveau de dotation automatique opposable à l'ARS, le passage au tarif global sur la base d'une minoration systématique, on ne sait jamais, hein, du tarif plafond. Et puis, la perspective de la loi d'adaptation, permise par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui met en place la tarification à l'activité. Vous l'avez fort bien décrit, je ne vais pas revenir, je partage tout à fait vos conclusions. Et donc, on peut imaginer que la mise en place de la tarification à l'activité qui se dessine dans ce champ, finalement, elle aura les mêmes limites que celle qu'on a connue avec la T2A dans le secteur MCO, à savoir un effet de plafond et de répartition de la pénurie à terme. Évidemment, tout ça est assorti d'un bel emballage qui s'appelle le PRD, mais sans la maîtrise d'affectation des résultats. Et puis aussi dans l'emballage CEPOM, dont vous avez très bien dit qu'en fait c'était de la pluriannualité annualisée. C'est exactement ça. Je rajouterais juste à ça, c'est que dans le dispositif, les établissements hébergeant les personnes âgées dépendantes, qui avaient la petite soupape de sécurité des crédits non reconductibles, ne les auront plus. Et ça, c'est pas rien, parce que ça permettait aussi le financement d'activités spécifiques. Et ça, les activités spécifiques, on sait que c'est ce qui fait l'amélioration de la qualité de la prise en charge dans nos établissements. Donc les contractions des budgets et des tarifs, des départements aussi, ne pas l'oublier, qui aujourd'hui, on l'a vu dans le Nord dès la campagne 2016, qui diminuent clairement les tarifs, qui diminuent leur budget, et donc qui ne trouvent d'autres moyens de conseil aux établissements que de pratiquer la déshabilitation totale ou partielle à l'aide sociale. Ce sont des choses qui sont importantes parce que ça va conditionner évidemment, la qualité de la prise en charge inévitablement. Donc cette mise en tension financière de plus en plus forte a bien entendu les conséquences que l'on sait et qu'on connaît sur la masse salariale, les recrutements, les remplacements, pour les directeurs et subis aussi par les équipes qui doivent sans cesse trouver les moyens de maintenir les réponses adaptées aux besoins. Et donc, c'est le lot des réorganisations d'activités. Alors, je ne dis pas qu'il faut rester immobile, hein, mais en même temps, c'est la recherche de ce gain d'efficience qui justifie toutes ces réorganisations des activités, les mutualisations internes comme externes, l'organisation en 12 heures, les rediscussions des accords RTT, le renforcement de toutes les formes de mutualisation. Donc, les conséquences sur les conditions de travail, elles sont évidentes. Tant les nôtres que celles que nous imposons aux équipes qui, par ailleurs, doivent produire plus pour maintenir les moyens et dégager de nouvelles marges. Parce que si on ne dégage pas de nouvelles marges, eh bien, on ne renouvelle pas les outils de travail, etc. Donc, tout ça intervient sur un fonds organisationnel qui aujourd'hui, sert de modèle à tout. Celui d'assurer le regroupement au nom de la performance, mutualisation des activités, des structures et des établissements, GHT dans le public, incluant ou non le médico-social, accélération de la constitution de groupes hétérogènes dans le secteur privé non lucratif, dans tous les secteurs. Ces regroupements, s'ils sont évidemment de nature à permettre, et vous l'avez dit aussi tous les deux, la résolution d'un certain nombre de problèmes, la mise en commun de ressources rares, la mutualisation de fonctions support, il est fort peu probable que ça permette plus de médecins dans les zones ou les disciplines en pénurie, et évidemment fort peu probable que ça nous amène plus d'aides-soignantes dans les EHPAD au lit des personnes hébergées. Et cette strate supplémentaire, réalisée encore au nom de la performance, donne l'illusion à nos gouvernants que l'on va pouvoir encore baisser les tarifs, contraindre les enveloppes, économiser sur les achats et donc repousser encore les limites.
Nos décideurs publics en ont-ils bien conscience que dans un très grand nombre d'endroits, eh bien, on a abouti, on atteint ce qu'on appelle en économie le plein emploi des facteurs de production. Eh bien, le plein emploi des facteurs de production, ça veut dire que les économies ne seront plus possibles que si on diminue ces mêmes facteurs de production, soit leur prix, soit leur quantité, ou encore qu'on augmente leur productivité. Et chacun comprendra ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc jusqu'où cette situation doit-elle aller ? Quand cessera-t-on de vivre avec ce tabou pour que les choses soient visibles et assumées ? Les tarifs ne peuvent baisser indéfiniment. Les bases ne peuvent s'effriter en ressources non reconductibles indéfiniment. Mais je pense aussi que le problème de l'exigence managériale et financière, et c'est là que j'aborde la deuxième partie de ta commande Noël, c'est tout aussi certainement, je l'ai dit un peu tout à l'heure en début de mon propos, c'est tout aussi certainement le mode sous lequel s'exprime et se donne cette exigence. C'est plutôt la manière d'exiger. Ce que nous disent les collègues, et c'est ce qui prédomine aujourd'hui, c'est la quête de résultats rapides et surtout visibles et communicables. C'est l'encadrement, c'est le contrôle, c'est le déluge d'indicateurs toujours plus lourds à rassembler, toujours plus contestables dans leur capacité à mesurer le résultat, de mesurer le véritable et réel effet des mesures préconisées sur l'objectif fixé. C'est le manque de confiance. Je reprends des propos que des collègues m'ont tenus, et ils sont plusieurs à l'avoir tenu ces derniers jours. C'est le manque de confiance et même la défiance. C'est parfois même de plus en plus rencontré, la menace et la contrainte. Cette méthode a depuis longtemps atteint ses limites. Elle aussi, elle a des limites. Aujourd'hui, le management qu'on pourrait qualifier d'innovant, puisqu'on nous présente comme innovation ce qui n'est finalement que de l'adaptation. Ça aussi, je l'ai repris d'une collègue hier. Et puis, en fait, l'innovation, c'est aussi trouver des marges de manœuvre. Toujours trouver des marges de manœuvre. Donc le management innovant, c'est peut-être plutôt celui qui regarde devant avec un peu d'espoir et pas derrière en permanence. Et c'est celui qui sera le management collaboratif, qui mise sur les compétences et les dons des managers et des directeurs que nous sommes, leur habileté, leur capacité à oser, pas tout seul, le plus souvent, plutôt à plusieurs. Parce que aujourd'hui, et vous l'avez dit, il y a des phénomènes de burn-out dans votre secteur, il y en a dans le secteur public. Nous avions cette semaine une première réunion de la commission des conditions de travail des personnels de direction qui en a longuement débattu. Ce qui épuise et ce qui détruit l'énergie professionnelle, et ce n'est pas que celle des directeurs, c'est aussi celle de tous les personnels, ce n'est pas que la contrainte budgétaire, c'est aussi le cortège des injonctions paradoxales, le bureaucratisme qui a été cité aussi tout à l'heure, qui devient vraiment irrationnel et qui continue à faire pleuvoir des contraintes sans entendre les managers dire que cela n'est pas possible et qu'il est contradictoire d'exiger encore plus d'activité, plus de sécuritaire, quand il faudrait alléger et choisir les priorités. Ce qui épuise l'énergie professionnelle, c'est de ne pas pouvoir discuter l'exigence. C'est de ne pas être considéré comme un manager adulte et compétent. C'est d'être mis sous tutelle, d'une certaine manière. Là, j'ai le droit de l'utiliser. C'est de ne plus avoir de marge d'initiative. C'est la difficulté de faire entendre son point de vue. Et c'est valable à tous les niveaux. Pour les managers, comme pour les autres personnels, les infirmières, tout le monde qui travaille dans nos établissements, ce qui détruit, c'est de ne plus avoir d'espace pour exercer son savoir-faire. Ce qui est grave, c'est que cette initiative, cette autonomie, ce libre arbitre, eh bien, ça je l'emprunte aussi à une collègue qui m'aide beaucoup à réfléchir, c'est finalement les fondements de notre humanité. Donc oui, il y a des limites aux exigences, les limites de la résistance des individus. Et ces limites-là, il est très urgent de les poser. SAC CFDT. S'engager pour chacun. Agir pour tous.